Je passe sans transition D'accord. la parole à Frédéric Worms, philosophe, professeur de philosophie contemporaine à l'École nationale supérieure et nationale. Et nationale aussi. Elle a une portée nationale, Elle a une portée un rôle nationale. national, une mission Mais elle est normale, comme le président du même nom, qui vient de publier chez DDB Les maladies chroniques de la démocratie. Merci. Et donc les questions seront conjointes pour nous trois. Voilà, voilà. Merci Bernard, merci à vous tous de cette invitation et de l'organisation de cette journée. Et pardon de ne pas pouvoir assister à l'intégralité de celle-ci. Ce que je voudrais faire pourrait d'abord s'introduire, se présenter à travers une tension entre les deux titres qui encadrent mon intervention et auquel j'ajouterai un troisième qui serait le titre réel de ces quelques remarques. Le titre de notre demi-journée commune, de notre table ronde commune, puis la deuxième, l'horizon non violent de la démocratie, et celui provisoire de mon exposé, la démocratie comme projet inachevé. Et si je veux les mettre en tension et finalement n'accepter entièrement ni l'un ni l'autre, c'est parce que je ne mettrai pas forcément la démocratie sous le signe de la non-violence. Ou plus exactement, je mettrai la démocratie en réalité sous le signe de la réponse à la violence, et même de la réponse à toutes les violences. Et j'essaierai d'ailleurs de montrer que le régime démocratique est celui qui répond dans la palette des régimes politiques au plus de violence, qui est capable de répondre peut-être pas à toutes et jamais complètement, c'est du coup en effet inachevé, mais en tout cas à la plus grande diversité des violences, mais pas forcément sous le signe de la non-violence. Et je voudrais commencer par une remarque introductive sur ce point. La non-violence, certes, et les deux titres finalement conviennent très bien et sont très bien formulés, mais je voudrais m'en servir juste comme remarque introductive. La non-violence ne peut être en effet qu'un horizon pour la démocratie, et même horizon, ça a quelque chose de trompeur, sur quoi je reviendrai, ce qui ne veut pas dire que la non-violence n'a pas de sens. Et avant d'étudier ce que j'appellerais les réponses démocratiques à la violence terroriste, ce qui serait le titre réel de mon exposé, les réponses démocratiques à la violence terroriste, je voudrais encore dire un tout petit mot sur la non-violence, qui reste en effet un horizon, mais pas un horizon futur pour les institutions démocratiques, comme si on promettait un jour la non-violence à travers les institutions démocratiques. Pas un horizon futur, mais plutôt un horizon de référence, en réalité toujours aussi passé et présent qu'à venir, à travers ce que j'appellerais des figures de la non-violence en acte, qui sont le véritable contraire, pour le coup, de la violence terroriste. Qu'est-ce qu'on appelle non-violence, en effet? Je commencerai par une petite remarque sur le sens précis de cette expression, en m'appuyant sur le choix de cette expression, finalement, dans le titre de notre demi-journée. Ce qu'on appelle non-violence, ce n'est pas le contraire de la violence. Ce n'est pas simplement le contraire de la violence. Et ce n'est pas non plus simplement l'absence de violence. Ce qu'on appelle non-violence, c'est un comportement bien précis. C'est la manifestation subjective par certains hommes, subjective et publique, par certains hommes, du refus de la violence comme réponse à la violence. Et même comme réponse à une violence qui non seulement n'est pas minimisée, non seulement n'est pas niée, mais est au contraire maximisée et peut-être même perçue comme violence structurelle d'une société, voire de l'humanité. Les figures non-violentes, les figures de la non-violence au XXe siècle, de Gandhi à Mandela en passant par quelques autres, les figures de la non-violence sont toujours des figures de ce genre. Ce sont des figures qui ont manifesté subjectivement le refus de la violence, alors même qu'elles la dénonçaient et que parfois elles la dénonçaient comme structurelle. C'est-à-dire non pas seulement la violence de certains actes ou de certains événements ponctuels, mais plutôt une violence structurelle de certaines sociétés au moins, par exemple les sociétés coloniales ou racistes, comme dans le cas de l'apartheid en Afrique du Sud, ou disons même d'une violence sociale, économique, dénoncée comme structurelle, et à laquelle pourtant on ne répond pas par une violence
qui serait susceptible d'abattre cette violence structurelle, mais plutôt par une non-violence perçue comme seule capable de manifester cette violence structurelle et de la dépasser. D'une certaine manière, donc, le comportement subjectif de la non-violence, l'expression subjective, l'appel à la non-violence, est donc bien, et on n'est pas si loin de René Girard et d'une façon générale de toutes les grandes philosophies du héros non-violent qui dénonce la violence et qui dénonce une violence structurelle. D'une manière générale, donc, ces figures sont donc bien des issues, ou, pour prendre un terme plus girardien, peut-être des révélations de la violence, des dévoilements de la violence, à travers des comportements qui doivent rester en effet notre horizon et notre boussole, mais qui ne sont pas l'horizon de la démocratie. Ça n'est pas l'horizon de la démocratie parce que la démocratie ne repose pas seulement, j'allais dire, sur des figures héroïques et extrêmes, sur des figures morales ou mystiques. Et la démocratie ne repose pas non plus sur une promesse de réalisation de la non-violence. Une promesse qui serait forcément trompeuse et qui fait partie peut-être des illusions dangereuses de certains démocrates, même bienveillants. Et donc je voudrais à la fois assumer l'importance de la figure de la non-violence, mais pas comme horizon de la démocratie. La démocratie étant en effet un projet inachevé, vers cet horizon du refus de la violence, mais pas seulement non plus. C'est-à-dire, l'idée d'un horizon et l'idée d'un projet inachevé sont justes, mais tout à fait insuffisantes. Ce qui caractérise la démocratie, ce n'est ni un horizon abstrait, ni une asymptote constante, seulement. Les deux sont présents, mais sont présents en acte. Les grandes figures de la non-violence dans l'histoire religieuse et morale de l'humanité sont là pour nous orienter, d'une certaine façon. Mais la démocratie, c'est autre chose. Justement, ça n'est pas le postulat qu'un régime politique pourra faire ce que certaines grandes figures ont fait le plus souvent au péril de leur vie, à travers très souvent le sacrifice de leur vie. La démocratie fait autre chose. La démocratie propose des réponses précises à la violence, et même à toutes les violences. Et ma thèse, ce sera que la force de la démocratie, ce n'est pas d'être dans des réponses non violente, c'est plutôt de conjurer la violence en ajoutant le refus, je dirais presque de toutes les violences, en tout cas d'un certain genre de violence, à un autre. Et pour être plus précis, la thèse que je voudrais reprendre ici, c'est la thèse selon laquelle le régime démocratique est celui, et peut-être le seul, qui ne se contente pas de lutter contre ce que j'appellerais les violences extérieures à une société politique donnée. Les violences qui la menacent, disons, de l'extérieur, comme une catastrophe naturelle ou une guerre menée de l'extérieur par un autre État, ou par un ennemi, disons, extérieur, à supposer qu'on puisse aujourd'hui penser les relations humaines comme extérieures. Ce qui est tout à fait contestable, étant entendu que nous vivons le moment concret d'une cosmopolitique concrète où, précisément, les interdépendances entre les sociétés font qu'il n'y a peut-être plus de rapports purement extérieurs entre les hommes. Mais il y en a quand même, et disons, la plupart des régimes politiques mettent en avant la lutte contre les violences extérieures, alors que la démocratie lutte aussi contre les violences intérieures. Non seulement contre la guerre ou la misère ou les catastrophes naturelles, mais aussi contre les dominations intérieures, les injustices internes, et qui déchirent de l'intérieur les sociétés. Une démocratie est un régime qui cherche non seulement la paix, mais la justice, non seulement la sécurité, mais le droit. C'est comme ça que je la définirais. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, donc ma thèse, ce ne sera pas que la démocratie vise la non-violence, mais qu'elle vise, alors sans doute elle se rapproche par là de la non-violence, elle vise à lutter contre plus d'une violence, pour employer une expression chère à Derrida un temps, théoricien d'ailleurs de la démocratie à venir, le plus d'une étant la clé du problème. Lutter non seulement contre la violence extérieure, mais aussi contre la violence intérieure, c'est-à-dire l'injustice, et cela même dans la violence, lorsque la violence qu'on croit extérieure survient. Et c'est ce que je voudrais maintenant très brièvement décrire à propos de la violence terroriste.
Et cela simplement en posant un certain nombre de problèmes qui vont rejoindre des questions d'actualité très concrètes. Et je regrette beaucoup d'avoir manqué la matinée, disons, juridique aujourd'hui, mais j'aurai des questions aux philosophes du droit et aux juristes qui sont là, et j'espère qu'on pourra en discuter. Ce que je voudrais faire, c'est montrer comment la démocratie ajoute son combat à un autre combat dans la violence terroriste, contre la violence terroriste, disons, et cela en 3 temps très simples et très rapides. D'abord dans la réponse à l'acte terroriste lui-même, puis dans la réponse à ses causes, et enfin dans la réponse à ses effets. Donc l'acte terroriste, et puis après, si j'ose dire, avant et après. L'acte terroriste, ses causes, et rien qu'en disant ses causes, je touche déjà évidemment un sujet brûlant, mais on va y venir, et ses effets. Et là, d'ailleurs, je rends hommage au livre de Denis Salas, qui oui, est très important sur ce sujet des effets, et on pourra en reparler, je pense, dans la discussion. Alors d'abord, bien sûr, je voudrais commencer par la réponse à l'acte terroriste. Et c'est là qu'on voit que la démocratie ne peut pas, au sens strict, fort du terme que j'ai défini il y a un instant en introduction, ne peut pas être tout simplement non violente. La non-violence radicale, absolue, peut être un choix moral, mais pas un choix politique, je dirais. Et il est très clair que la réponse à un acte terroriste, à un attentat pour être clair, ne peut qu'être, alors est-ce qu'il faut dire violente? Assumons provisoirement le mot, mais je dirais violente au sens très strict que le droit désigne sous le nom de la légitime défense. C'est-à-dire un usage peut-être exceptionnel, on entre ici dans la question de l'exception tout de suite, un usage exceptionnel d'une violence qui accepte cependant aussi, contrairement à ce que nous disent les théoriciens de l'exception, certains théoriciens de l'exception, de se soumettre plus tard et rétroactivement à la loi, au jugement de la loi. Je vais prendre tout de suite un exemple très concret qui m'a beaucoup frappé ces jours-ci. Et donc, pardon, je vais développer un peu ce propos à travers des choses très un peu osées et concrètes aussi pour ouvrir la discussion. Voilà. Prenons l'exemple de la mort du terroriste qui venait de commettre son attentat à Strasbourg. Il est certain à mes yeux, mais c'est la première question que je poserai aux juristes qui sont présents, il est certain à mes yeux que cette mort ne peut se concevoir finalement que comme sous le signe de la légitime défense. La légitime défense des policiers qui le poursuivaient, et d'une certaine manière, peut-être même pas, mais c'est une question évidemment très compliquée, sous le signe de la prévention des futurs assassinats qu'il allait commettre, même si peut-être on peut mettre cette prévention, étant entendu qu'il venait d'assassiner un grand nombre de personnes tout au long de son macabre périple à Strasbourg, périple d'ailleurs sur la symbolique duquel il faudrait revenir, hein, dans un marché de Noël et en même temps dans des lieux de tourisme et de plaisir ordinaire et symbolique. Bon, ma question n'est pas là. Ma question, c'est de comprendre en quoi sa mort par des agents de la force publique ne peut relever que de la légitime défense et, je l'espère, va devoir se soumettre à une instruction de contrôle de cet acte. Pourquoi est-ce que c'est important? On voit tout de suite ici la spécificité du démocratique. Et du démocratique, je dirais, non pas avec deux opposés, c'est-à-dire un régime non démocratique et un régime et un acte purement moral ou mystique. Ce qui nous montre que la démocratie, au fond, même si elle est bordée par des figures mystiques, n'est pas à elle seule une mystique, n'est pas comme telle une mystique. Disons que dans un régime non démocratique, qui considérerait que la guerre, disons pour faire vite, et en tout cas la protection, la sécurité est un impératif absolu, est le seul impératif absolu du régime politique, tuer un terroriste qui vient de commettre son acte ne doit pas être soumis à un surcroît de vérification judiciaire. Je fais exprès une analyse assez sommaire. Vous allez voir que je vais prendre un autre exemple qui m'a posé un problème il y a quelques années et que j'aimerais bien discuter. Pour un héros de la non-violence, peut-être que la légitime défense peut poser problème. Peut-être qu'un mystique de la non-violence, agressé, menacé de mort par un criminel, se laisserait assassiner plutôt que de se défendre. Le régime démocratique propose
un compromis majeur, comme la philosophie morale d'ailleurs, la plus fréquente, sous le nom de légitime défense, c'est-à-dire l'assassinat ou la peine de mort est interdite dans tous les cas, mais il y a des situations où, au nom de la légitime défense et de manière proportionnée, si on ne peut répondre à la menace de mort que par la mort, c'est légitime, à condition d'être jugé rétroactivement par des lois, parce que, précisément, l'abolition de la peine de mort, le refus de la violence disproportionnée et de l'assassinat font partie des conditions du régime démocratique. La démocratie doit donc lutter sur deux fronts. D'un côté, elle doit lutter sur le front de la sécurité, et elle n'est pas angélique. D'un autre côté, elle doit lutter sur le front de la justice, et ne peut pas, au nom de la sécurité, contredire sa lutte contre les violences intérieures qui la fondent, et qui, dans l'histoire de l'humanité, ont construit ces dispositifs très complexes qui font que l'assassinat a en effet été notamment contrôlé et interdit, et que l'abolition de la peine de mort, pour des raisons très profondes que ce n'est pas mon objet ici de reprendre, a consacré aussi comme un des piliers de tous les régimes réellement démocratiques du monde. Et je pense vraiment que l'abolition de la peine de mort est un des fondements de la démocratie, pour des raisons, encore une fois, que je n'ai pas à développer ici en détail. Bon. Et ça rejoint un point que je vais développer tout à l'heure, mais je le glisse tout de suite, parce qu'on pourrait dire, mais il y a des démocraties où il y a la peine de mort. Et ma réponse ici, c'est de dire, il n'y a pas des démocraties d'une manière générale. Il y a des régimes qui sont plus ou moins démocratiques, en fonction de leur lutte contre la violence intérieure. Il y a des paliers du démocratique, un premier palier étant, pour lutter contre la domination politique, l'instauration du suffrage universel, l'instauration aussi d'un certain nombre de contre-pouvoirs. Et une fois qu'il y a ça, on peut dire on est en démocratie, mais on n'est jamais en démocratie parfaite, comme je vais le rappeler dans un instant. Et d'une certaine façon, la lutte contre la violence intérieure autorise des progrès constants. Et donc, on peut être dans un certain degré de démocratie, et puis on peut encore avancer. Et je dirais, encore un effort, messieurs les démocrates, si vous n'avez pas aboli la peine de mort, faites-le. Ça vous permettra d'avancer un petit peu, et ce ne sera pas non plus une garantie que vous êtes en démocratie. Pas parce qu'en France, la peine de mort est abolie qu'on est dans une démocratie parfaite. Donc la question est très importante. Quelles sont les réponses démocratiques à l'acte terroriste ? Je dis bien à l'acte pour l'instant. La violence du terrorisme ne se réduit pas à l'acte, et de même que la violence sociale ne se réduit pas à certains actes. Et c'est bien ce que certains... Et c'est bien, d'ailleurs, vous le voyez bien, quand j'ai parlé de violence structurelle, toutes les justifications du terrorisme dans l'histoire de l'humanité ont toujours consisté à dénoncer une violence structurelle, et jamais seulement une violence ponctuelle. Ça a toujours été dans les motivations de la dénonciation de tous les terrorismes de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, seule une violence structurelle peut justifier une violence aveugle en retour. Et encore une fois, les figures de la non-violence ont toujours été celles qui disent, justement, la violence structurelle ne peut se dénoncer que par une sortie absolue de la violence. C'est le combat entre les extrêmes, finalement. Mais la démocratie est quelque part entre les deux, évidemment. Plutôt du côté de la mystique, pas du côté du terrorisme. Du tout. Le problème est très profond. La réponse démocratique à l'acte terroriste montre déjà toute sa complexité et montre comment elle doit toujours lutter sur deux fronts. J'ai cité l'exemple de Strasbourg ces derniers jours. Personne, moi j'ai pas entendu grand monde, au fond, se demander si la mort du terroriste finalement était évitable. On a tous été soulagés qu'il meure. Et c'est normal en un sens, puisque il était sur le point de commettre encore des attentats, probablement, et en tout cas, la vie là-bas devenait évidemment invivable, et je ne serai pas de ceux qui compliqueront le sujet pour le plaisir. Mais néanmoins, ne pas poser cette question, c'est ne pas entrer dans la difficulté, le déchirement démocratique face à la violence terroriste. Je vais prendre un autre exemple qui m'avait beaucoup choqué. Quand les Américains ont localisé Ben Laden et qu'ils l'ont tué, on savait que la Maison-Blanche voyait le geste, et en même temps, nous, on les voyait voyant un geste qu'on ne voyait pas. Vous vous souvenez de ce dispositif visuel très compliqué. Barack Obama, qui est pourtant un grand démocrate, et pour lequel j'ai une admiration indéfectible, a dit « justice est faite ». Le problème de cette phrase, « justice est faite », c'est justement qu'elle n'est pas démocratique.
même dans un État qui comprend la peine de mort, et il y a plusieurs terroristes aux États-Unis qui sont dans le couloir de la mort, c'est-à-dire de la peine de mort, Ben Laden n'avait pas été jugé, tout simplement. Et en fait, dire justice est faite, c'est revenir, alors peut-être pas à la violence mimétique et à la vengeance, mais en tout cas, c'est courir ce risque d'échapper à ce surcroît j'allais dire, de non-violence, de réponse à la violence que la démocratie demande. C'est courir le risque de légitimation de la violence. Il aurait pu dire nous n'avions pas d'autres moyens, à défaut d'un procès, etc. Mais dire justice est faite, c'est poser un problème majeur. Et là aussi, je m'adresse aux juristes ici présents pour dire si ce que je dis est une ânerie abusive ou bien un problème déchirant. Donc c'est le premier point. Et on voit bien déjà l'essence de la démocratie. Maintenant, ajoutons un deuxième élément, bien sûr, sur les réponses démocratiques à la violence terroriste avant les actes. Il est certain que ici, on rentre dans un débat très compliqué et je voudrais tout de suite mettre une clause de prudence à mon propos. Ce que je vais soutenir, c'est que, en effet, la seule manière, non pas d'empêcher, mais de répondre à la violence terroriste, c'est de répondre à toutes les violences sociales. C'est de répondre à des injustices internationales, c'est de répondre à des injustices sociales, c'est de répondre même à des injustices morales, je vais dire de ce que je veux dire par là dans un instant. Et le risque, évidemment, et ça a fait l'objet là aussi, j'entre dans une deuxième grande polémique récente, le risque, c'est évidemment de dire, on va aussitôt me demander si je prétends expliquer la violence terroriste par ces autres violences, notamment par des violences structurelles du type discrimination raciale ou religieuse dans les pays européens, injustice sociale, relégation, etc. Est-ce que, d'une certaine manière, par exemple, on justifierait par des injustices sociales le passage à l'acte terroriste de certains jeunes Français, pas seulement musulmans d'ailleurs, puisqu'il y a évidemment des convertis, mais il y a aussi des terroristes non musulmans. Et il y a par exemple des terroristes blonds aux yeux bleus en Norvège. Et on peut appeler terroristes certains actes qui ne sont pas seulement les attentats auxquels on pense le plus ces dernières années, sans dénier la gravité et le poids spécifique de cela, évidemment, depuis 2001, au moins. Il y a un cycle, en tout cas. Il s'agit, je voudrais le dire donc tout de suite, absolument pas d'un lien causal entre les deux. Ce que je voudrais dire, c'est que là aussi, il s'agit plutôt d'un supplément de réponse à la violence, et qui est la seule réponse réelle à la violence. Et bien sûr, il faut lutter contre les causes directes de la violence terroriste. Par exemple, ne pas hésiter, et là aussi, de même on peut assassiner quelqu'un qui veut nous assassiner, c'est la question de la légitime défense, de même, on doit interdire certains discours et certains actes. L'interdiction de l'incitation à la haine fait partie des armes démocratiques contre la violence terroriste. La démocratie n'est pas un régime, là aussi, idéal, où on dirait, voilà, luttons contre l'injustice dans les banlieues, mais surtout pas contre les prêches disons, d'incitation au terrorisme. Il faut évidemment interdire certains discours, certains actes, certaines associations, bon. Mais il faut aussi ce supplément de lutte contre les autres violences pour empêcher la jonction des violences qui est toujours au principe de la violence terroriste. Et il faut le faire, ne serait-ce que pour prémunir les sociétés démocratiques contre les réactions à la violence terroriste. Et là, je suis presque déjà dans l'après, mais c'est évidemment très important. La violence terroriste vise toujours en dénonçant une violence structurelle, qui plus est, à diviser une société et à enflammer le débat sur ses propres violences. Une société qui lutte contre ces violences intérieures, y compris sociales et économiques, et évidemment les discriminations raciales également, est une société qui sera de toute façon plus solide pour lutter contre la violence terroriste, comme elle doit le faire. Je voudrais même ajouter quelque chose sur les violences que j'appellerais individuelles ou relationnelles. J'ai eu l'occasion tout récemment d'avoir une discussion avec Geneviève Morel, qui vient d'écrire un livre intitulé « Terroriste »,
Alors le sous-titre est exact et je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais c'est quelque chose comme les racines intimes d'un fléau global. Les racines intimes d'un fléau global. Sans jamais entrer dans la disculpation, en montrant même que le meurtre, et même le meurtre collectif, fait partie de l'essence même de ces actes. Hein. Donc ce n'est pas du tout une disculpation, c'est une psychanalyste. Hein. Elle montre aussi que l'acte terroriste se situe toujours à la jonction de 2 cycles de violence au moins. Un cycle idéologico-politique extérieur, une idéologie qui justifie le terrorisme, et notamment par la dénonciation d'une violence structurelle. Ça a été un moment, un certain discours, disons, d'extrême gauche, qui a justifié un certain terrorisme au nom du social. Aujourd'hui, c'est un discours religieux. Bon, il y a toujours un discours qui idéologiquement vient justifier le terrorisme, et notez-le bien, toujours au nom de la dénonciation d'une violence structurelle. Voilà, nous sommes dans une société qui a été coloniale, tout ce que nous faisons est intrinsèquement violent, nous sommes dans une société capitaliste, tout ce que nous faisons est intrinsèquement violent, c'est cette dénonciation d'une violence structurelle qui a toujours justifié la violence aveugle. Encore une fois, premier élément, mais il y a toujours aussi, montre Geneviève Morel, et c'est un livre qui m'a paru vraiment important, il y a toujours aussi une violence intime ou individuelle. Et agir sur cette violence intime, ça n'est pas excuser le passage à l'acte, ça n'est pas non plus disculper les discours idéologiques, c'est quand même montrer que l'acte terroriste est toujours à la jonction de plusieurs scènes de violence. Et donc, que peuvent et que doivent faire les démocraties que les autres régimes ne peuvent pas faire? Les autres régimes sont tétanisés, instrumentalisent aussi d'une certaine façon la gravité de la violence terroriste pour mettre une chape de plomb sur les autres violences sociales et individuelles. Elles écrasent la lutte contre les injustices au nom de la sécurité, au nom de la guerre. Et il faut la sécurité et la paix. Et il faut lutter contre les agressions. Hein, la défense légitime est légitime. Il y a des guerres justes. Mais les guerres justes ne peuvent pas être l'unique source de la justice. Il y a de la légitime défense, mais il faut la compléter par d'autres dimensions. Et il faut donc lutter aussi contre les violences intimes, contre les violences de toutes sortes, y compris sexuelles, etc. Et même, je dirais, le propre de la démocratie n'est pas d'abolir la violence, mais d'abord de multiplier les refus de la violence. De voir de la violence là où les autres régimes ne la voient pas. Et donc, moi, ma thèse sur la démocratie, c'est que ce n'est pas du tout un régime bisounours, comme disent certains, de bons sentiments. C'est au contraire le régime qui dénonce et qui affronte le plus de violence. Et ce sont les régimes dictatoriaux ou totalitaires, qui sont des régimes qui se donnent la tâche facile parce qu'elles disent « luttons contre les autres et ça suffira, nous on est très bien, il n'y a pas de problème intérieur ». La démocratie est au contraire le régime qui lutte contre les abus de pouvoir internes, qui multiplie les contre-pouvoirs, qui va embêter les dirigeants. C'est casse-pied, à mon avis, d'être un dirigeant démocratique, parce qu'il faut lutter contre les terroristes, mais il faut aussi passer devant les contre-pouvoirs, la presse, les justices, qui sont des casse-pieds invraisemblables, mais qui sont les garants de nos vies. Et donc, sans que ce soit aucune explication et encore moins une excuse, vous voyez à quelle querelle franco-française je fais allusion ici, il faut multiplier les luttes contre toutes les violences. C'est le défi démocratique en amont de l'acte terroriste. Vous voyez qu'il y a ma thèse, c'est qu'il y a une sorte de supplément démocratique à la lutte contre la violence terroriste à tous les niveaux, pendant, avant et maintenant après. Dans l'après, et c'est là que le livre La foule innocente me paraît apporter beaucoup, dans l'après, l'après de l'acte, quel est le contenu de ce supplément démocratique? Bien sûr, il consiste à penser il consiste à admettre, d'une certaine manière, là aussi, la démocratie n'est certainement pas un régime idéaliste, il consiste à admettre, je dirais même plus courageusement que tous les autres régimes, la dimension de l'irréparable. D'abord, par aussi l'acceptation, même pour les terroristes, en tout cas en France par exemple, de l'abolition de la peine de mort. Nous avons dans les prisons françaises le dernier survivant des criminels qui ont commis les attentats de novembre du Bataclan, etc. Il ne sera pas guillotiné. C'est la grandeur de la France. Bon. Aux États-Unis, certains vont être effectivement... Donc, la question de la peine de mort. Donc, la démocratie est un régime plus compliqué que les autres, qui admet l'irréparable,
mais qui ne le compense pas, disons, par cette sorte de... qui sort du cycle, dirait peut-être l'auteur qui inspire cette journée, qui sort du cycle de la violence par l'abolition de la peine de mort, ce qui est beaucoup plus sobre peut-être que les grandes figures de la non-violence, mais qui néanmoins est déjà dans ce cycle. Hein. Abolir la peine de mort, c'est peut-être un des substituts purement humains, juridiques, de la sortie de la violence. Oui, oui, oui. D'ailleurs, tu n'as pas changé le... J'ai pas changé. Dans 10 minutes, tu me rediras 5 minutes. Non, non. 3, allez. OK. Non, j'ai presque fini. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Le régime démocratique est aussi celui qui, tout en inventant des peines, c'est-à-dire des jugements pour les terroristes, ne se contente pas de cette dimension pénale. Ce qu'il faut penser, et c'est ma troisième question aux juristes, c'est la pénalité spécifique du crime terroriste. On a eu un troisième débat dans lequel je mettrai les pieds, comme dans des plats. Hein. Il y a eu le débat sur la légitime défense, il y a le débat sur l'explication par les causes, voilà maintenant le débat sur la déchéance de nationalité. J'étais très contre la déchéance de nationalité, parce que précisément c'est une peine d'exception, mais je ne suis pas contre l'idée qu'il faille une pénalité dans le cadre du droit, j'allais dire, classique, mais peut-être à un de ses extrêmes, peut-être par exemple sur la question de la prescription, ou de la non-prescription, bref. Des peines d'incompressible durée. Hein. Bon. Et ça, on sait déjà que notre droit a construit des choses comme ça. Bon. Mais ça ne suffira pas non plus. Et ce qu'on trouve dans le livre qu'on discute aussi aujourd'hui, dans beaucoup de réflexions aujourd'hui, c'est évidemment qu'un régime démocratique doit procurer aux victimes et à la société, je dirais, une réponse globale. Une réponse sur tous les aspects. Une réponse qui prend les aspects aussi d'un soin psychique, d'un soin social, d'une capacité économique retrouvée, d'une compensation la plus complète possible, ça sur le fond de l'irréparable, bien entendu. Et donc la démocratie est un régime qui, sur la base de certaines institutions bien précises qui luttent contre ces violences intérieures dont j'ai parlé, va en rajouter dans le refus de la violence sans pour autant être du côté de la non-violence. La non-violence, c'est, je dirais, certes un horizon, mais c'est surtout, c'est même pas un horizon, parce que la promesse de la non-violence est une mystification politique, même si, heureusement, il y a certaines figures qui la pratiquent en acte. Mandela, il n'a pas promis la non-violence, il l'a juste pratiqué, même si à un moment, il appelait d'ailleurs à une certaine résistance violente. Voilà. Donc, la démocratie n'est pas le régime qui promet la non-violence. Elle est sans cesse inachevée, mais parce qu'elle consiste non pas à viser une non-violence abstraite, mais à multiplier le diagnostic et le refus des violences concrètes, et pas seulement terroristes, précisément pour lutter spécifiquement contre la violence terroriste. Mais bien entendu, face à ceux qui incarnent la revendication d'une violence aveugle au nom des violences structurelles, hein, encore une fois, et de certaines violences ponctuelles, parce qu'ils disent aussi, bon, il y a la guerre en Syrie, mais l'Occident est coupable en général. Donc les deux à la fois, dans une sorte de soupe aussi, évidemment, qui fait partie du problème. Il y a besoin des institutions démocratiques, mais il y aura aussi toujours besoin, justement, de ces quelques figures toujours absolues et incarnées de la non-violence. Merci. Alors, tu nous as présenté une vision, je dirais pas optimiste, mais en tout cas pleine de confiance dans les capacités de l'idéal démocratie. Hein, enfin, j'aurais peut-être dû dire, c'est, à mon avis, au contraire, c'est ce qu'il y a de plus difficile, la démocratie. C'est ça, mais au moins avec un certain degré de confiance dans la valeur permanente de l'idéal démocratique et dans sa capacité à surmonter la violence. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre.